a déjà enduré l'horreur de 5 guerres. Voilà un article qui peut être... Oh, c'est ma préférée de tous. J'adore. Voilà, si tu veux entendre une personne intelligente qui dévoue sa vie euh, au bien, Holocauste, traumatisme, occupation, psychologie, colonialisme. Je l'ai mis en articulation historique, c'est exagéré, mais bon, je l'ai mis en évidence. Traumatisme historique et comment se manifeste-t-il? Le traumatisme historique est un traumatisme qui change l'histoire. Ah, donc c'est bien que ce soit mis dans articulation historique. Bonne idée. Qui fait dérailler un peuple ou un groupe de son histoire projetée comme par exemple la Nakba. Le traumatisme historique comporte également un élément de répétition, contrairement à un accident de la route qui a un début et une fin précis et qui n'est pas intentionnel. Le traumatisme historique est planifié et délibéré. Ce type de traumatisme n'entraîne pas les symptômes habituels, mais modifie toute la personnalité, la vision du monde, le sens de soi et celui des autres. Il change d'identité et les relations de l'histoire. Elle n'entre pas dans le détail du fonctionnement du psychisme. Elle reste affirmative dans ce qu'elle sait, sans dire pourquoi c'est comme ça. Le fait est que un traumatisme est quelque chose qui s'est produit, qui a engendré une douleur, une réaction euh, de survie face à une situation incompréhensible et impossible à, euh, comment dire, orchestrer, agencer, comprendre, assimiler, intégrer à une raison, une logique, un fonctionnement. C'est-à-dire une situation qui n'arrive pas à engendrer une réponse, soit une réponse connue, soit une réponse improvisée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est produit et contre lequel il n'y a rien à faire pour l'empêcher que ça se reproduise. Donc, c'est une situation d'une très grande angoisse. Et à ce moment-là, il se crée ce qu'on appelle la mémoire traumatique, qui est une somme de réflexes de peur et de crainte, donc qu'on retrouve dans le PTSD, le syndrome de stress post-traumatique, qui sont une espèce de bulle émotionnelle isolée euh, isolée de son intégration en fait euh, à l'hippocampe. Euh, c'est pas l'hippocampe, c'est l'autre, pardon. C'est moi qui devrais savoir ça par cœur normalement. De ce fait, les syndromes traumatiques se déclenchent à peu près n'importe quand et sur n'importe quel stimuli pour n'importe quelle raison. Parce qu'il n'est pas intégré à un fonctionnement, à une histoire, à une timeline aussi, on dit. Ce qui se passe, il faut vraiment que je reprenne la phrase qu'elle a dit parce qu'elle fait la mettre en exergue. Voilà, ça. Il faut aussi que je lise le reste. Je le mets pour plus tard. Mais pour l'instant, je te mets déjà ça ici dans les commentaires. Ploup, ploup. C'est quand même vachement important. Euh, la guérison, la remédiation va consister à créer un lien, une raison, un fonctionnement et à intégrer cet événement dans une timeline de façon à pouvoir refermer le livre et refermer le placard et dire voilà ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et quelles sont les conditions qui font que ça peut se passer, de façon à ce que je puisse les reconnaître quand elles arrivent avec certitude. Une personne, et c'est pour ça qu'on cherche à avoir de la culture, une compréhension géostratégique, surtout quand on est victime de guerre. Les meilleurs géostratèges, ce sont ceux qui sont les victimes de guerre quand même, parce qu'ils cherchent à avoir un fondement logique, une raison et une compréhension de ce qui s'est passé et de ce qui leur est arrivé.
Ils ont un besoin vital. En même temps qu'on fabrique des gens traumatisés et instables, et qui vont sûrement engendrer dans- des tensions et des distorsions dans les relations entre les gens. Donc une société qui va être difficilement gérable, dans le sens où elle va être euh, instable, ouais, bon, ok. Les relations sont difficiles, les amitiés sont compliquées, euh, ils se bagarrent, ils se fâchent, on ne sait pas pourquoi. Bon, voilà. On introduit du chaos à l'intérieur d'une structure sociale. Mais malgré ça, on introduit aussi des personnes qui ont un besoin vital de trouver des réponses à leurs questions. C'est comme ça que la nature fonctionne. Tu fais du mal à des gens, il y a un système de défense qui se met en place. Ça s'appelle la raison, la logique, l'intelligence. Et contre ça, tu peux rien faire. On ne peut pas juger c'est bien, c'est mal ce que vous faites. Les gens font ce qu'il faut, font ce qu'ils font pour leurs propres raisons et à cause de leur propre psychisme. Et ça a des conséquences. Et ces conséquences sont administrées et gérées par la nature elle-même. Et la nature fera en sorte que, euh, que ces causes soient annulées. Pour la remédiation, elle pense, je parle. Quelle aide psychologique? Par où commencer? Nous avons vu des gens qui essaient de s'entraider en organisant des groupes. Ça, c'est un peu de la satisfaction. Mais bon, c'est de l'encouragement aussi. Je suis méchant, hein. Désolé, champagne. Alors, Racine. On a besoin de plus de repères, on a besoin de fixer les endroits où on est stable, de trouver la stabilité comme référence pour continuer. Ça, c'est la menace. Donc, stress, angoisse. Normalisation. Normalisation, comme je le redirai encore et encore. Tu sais, les mots que j'ai soulignés, ce sont ceux qui sont dans mon livre, hein, donc forcément, je suis habitué à les voir. Je les repère plus vite maintenant. Normalisation, c'est le fait de mettre en conformité des personnes qui n'ont pas de problème psychologique ou de psychopathologie, de leur fournir euh, ces traumatismes dont on considère qu'ils ont besoin pour pouvoir être à égalité avec ceux qui les normalisent. Le mot normalisation, il fait croire que c'est une égalisation des égalisations. Cette égalisation, on la trouve dans le wokisme et des choses comme ça, où on essaye de tout mettre sur un même plan. Ce qui est une énorme fondamentale erreur, dans la mesure où il s'agit dans le wokisme, d'effacer les différences des gens de façon à ne pas froisser ceux qui n'aiment pas les différences. Et donc les gens qui sont racistes, on essaye de leur faciliter la vie en leur disant mais non, on est tous pareils, il n'y a pas de différence. C'est faux, on est tous différents, on a tous des particularismes. Et c'est ce qui fait la richesse d'une société. Et il ne faut pas effacer les identités des gens. Et il ne faut pas eux-mêmes qui se forcent à effacer leur propre identité. Quand on parle de normalisation, on parle bien d'un dominant et d'un dominé. Donc on dit bien qu'il y a une personne psychotique qui force les autres, parce qu'elle force les autres, elle est psychotique, à être comme elle, afin que cette première personne psychotique se sente enfin à l'aise dans un monde qui ne la contredit pas. Normalisation, on parle de domination. C'est exactement ça, mais c'est le mot gentil contemporain pour dire domination. Hein. Fermez vos bouches et faites ce que je vous dis. Là, c'est normalisé, c'est sûr. Et on parle de normalisation en faisant croire qu'il s'agit de
faire en sorte qu'il n'y ait plus de friction entre les parties. Donc de soigner les frictions. Donc on prend une optique positive à la base en parlant de normalisation. Mais dans son fonctionnement intrinsèque, il n'y a aucun doute sur le fait qu'à partir du moment où il y a un dominé et un dominant, on n'est pas dans une logique de recherche d'harmonie ou de syntonie ou de synergie. Parce que véritablement, ce qu'on cherche en réalité, c'est la synergie. La fusion de toutes les parties est une valeur plus grande que leur somme, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a une émergence de fonctionnement, des surprises, des nouveautés, Ah, il y a un mot là-dessus, j'ai oublié, c'est pas grave. On voudrait que, dans une synergie, on obtienne des caractéristiques et des critères qui n'existent pas de façon intrinsèque à l'intérieur du système et qui sont le fruit de la fusion de ces composants. Donc c'est ça la synergie. Là, on ne parle pas de synergie. Personne ne veut de synergie. D'ailleurs, ça serait intéressant, mais ça voudrait dire que tout le monde soit égal. C'est égalité, fraternité, liberté. C'est ça la synergie, la définition de base. Donc quand on parle de normalisation, on ne parle pas de liberté, égalité, LEF. Ok, c'est bien. L'F, il faut garder cette forme. Quand on parle de normalisation, on ne parle pas de synergie. On parle de domination. La normalisation des discours est très dangereuse pour l'humanité, pour le droit international et les droits de l'homme. Elle dit ça parce que nous avons vu que les horreurs dans l'histoire dernière et dans l'Holocauste, ça ne s'est pas produit avant que le droit international et les droits de l'homme ne soient appliqués. Le système actuel n'a pas réussi à empêcher ce qui est arrivé aux Palestiniens. Personne ne pouvait dire qu'il ne savait pas. Tout a été diffusé en vidéo. Et maintenant, nous entendons des discours colonialistes et impérialistes, des plus grossiers sur la construction d'une riviera au-dessus des cadavres. La normalisation des discours est dangereuse. Voilà, maintenant, je m'intéresse à ce qu'elle dit, cette dame. Elle dépeint le fait et de façon vraiment brillante, elle dépeint le fait de nier totalement la réalité du terrain, ce que les Russes appellent la réalité du terrain, pour pouvoir continuer leurs affaires. Et donc, on est dans le cadre maintenant de l'esprit américain typique. Et l'esprit américain et l'esprit israélien, c'est le même, hein, au fond, ils ont juste des noms différents. Mais l'esprit américain d'opportunisme. C'est une catastrophe, mais c'est une opportunité. On peut en tirer quelque chose de positif. On peut toujours tirer quelque chose de positif de tout. On peut s'en sortir. Il faut garder la tête froide et la tête haute et avancer, malgré les difficultés. Et ce discours, en fait, cache une autre réalité qui est que ils provoquent eux-mêmes des catastrophes et ensuite ils en tirent profit. Ils provoquent des catastrophes pour en tirer profit. Hein, tout de suite, la différence, elle est grande. On est dans le stade de la mafia qui brûle un quartier pour faire baisser le prix des immeubles, pour racheter les immeubles à prix discount. Et ensuite, avec quelques potes, ils rebricolent ça vite fait et puis ils refont du neuf. Et là, ils leur vendent super cher. C'est comme ça qu'on fait du business. C'est avec des incendies. Les incendies, ça rapporte énormément de thunes. C'est la base du business aux États-Unis. Détruire pour gagner de l'argent. Donc ils sont comme ça dans leur fonctionnement à la base. Mais ce qui est terrifiant dans l'histoire, c'est à quel point ils disent, à quel point ils ne disent pas, ils cachent, dissimulent, oublient, font en sorte de ne rien laisser transparaître de la violence, de la fureur de l'horreur, de l'Holocauste littéralement qui a lieu, du fait de déverser, combien on en est, 100 000, ouais c'est ça, 100 000 tonnes, 100 000 tonnes de bombes sur un territoire de quelques kilomètres carrés, plus de bombes que pendant la Seconde Guerre mondiale, de raser le pays en entier, de détruire tout ce qui, toutes les bâtisses, tous les bâtiments, les hôpitaux, de tout détruire, qu'il y ait des gens dedans ou pas, rien à foutre, putain. Et d'arriver après en disant, oh dis donc, ça pourrait être joli ici quand même. C'est d'un cynisme. En fait, ce dont elle se plaint, elle, c'est du cynisme absolu. Des gens qui arrivent en disant, c'est dommage quand même que ces Arabes dégueulasses, ils cassent tout, alors que ça pourrait être un super beau pays.
C'est pas eux qui ont tout cassé, c'est c'est ceux qui arrivent en se plaignant qui ont tout cassé. Il y a un renversement de la charge. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et c'est vraiment un des trucs qui est digne du nazisme au maximum de sa forme. Ce qui s'est passé là, le fait de parler de Riviera, de dire oh, j'ai tout brûlé, et tu arrives dans le quartier qui est entièrement cramé, tu dis c'est dommage quand même, ça pourrait être un beau quartier. Voilà, exactement ça qui s'est passé. C'était notre analyse. Bonjour.